fait la revue de la littérature des conséquences médicales des violences sexuelles. Cette littérature est abondante, disparate, essentiellement nord-américaine, mais elle souligne l'ampleur de l'effet pathogène des violences sexuelles et un certain nombre d'indicateurs le montrent. La mortalité est de 1 pour 100 000. Les patientes victimes de violences sexuelles ont un recours beaucoup plus fréquent aux professionnels de santé, médecins, paramédicaux. Ils sont plus souvent hospitalisés. Ceci engendre des coûts supplémentaires, bien que ceux-ci ne soient pas, dans la littérature, évalués de façon très précise. Et puis également, les marqueurs de qualité de vie montrent que les victimes de violences sexuelles ont une mauvaise perception de leur santé. Alors, cette pathologie, elle est essentiellement psychologique, c'est celle qu'on connaît le mieux, on en reparlera dans la journée, mais elle est également somatique. Cependant, on ne peut pas faire la différence entre le psychologique et le somatique, car du psychique dépend aussi le somatique. Et l'élément clé, d'un point de vue psychologique, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Une agression sexuelle, comme un accident grave, comme une menace de mort, va entraîner un certain nombre de réactions qui peuvent être différentes selon les victimes. La première, c'est l'intrusion, c'est-à-dire le rappel périodique de l'événement traumatisant qui revient, soit sous forme de flashback, soit sous forme de cauchemar. Le deuxième, c'est l'évitement, c'est le silence glacial dont a parlé Emmanuel, avec la culpabilité et le repli sur soi, qui peut même aller jusqu'à un état dissociatif très proche de la schizophrénie. Et puis, il y a l'hyperstimulation, c'est-à-dire la victime qui pense tout le temps à ce traumatisme et dont la vie va être complètement chamboulée avec irritabilité, insomnie, agressivité. Et un bel exemple des rapports entre le psychisme et le somatique, c'est les répercussions anatomiques et biologiques du syndrome de stress traumatique. Eh bien, on a montré, grâce à des procédés d'imagerie cérébrale, qu'après une agression sexuelle ou après un gros traumatisme, il y a des modifications du fonctionnement, même des modifications anatomiques de certaines régions du cerveau, celles qui sont impliquées dans la mémoire, dans les processus émotionnels et dans la perception de la douleur. Et on verra que la douleur est un symptôme très important. Il y a également des conséquences biologiques qui sont celles du stress, c'est-à-dire augmentation de la sécrétion d'un certain nombre d'hormones, le cortisol par les surrénales et également l'adrénaline qui est l'hormone principale du stress. Et tout ça va avoir aussi des conséquences somatiques. Alors, les conséquences psychologiques, je les cite très rapidement. Il y a la dépression qui vient en premier lieu, la diminution de l'estime de soi, les difficultés relationnelles, scolaires, professionnelles, les troubles du sommeil qui peuvent avoir des conséquences somatiques, les troubles du comportement alimentaire, les addictions, les troubles du comportement sexuel qui peuvent aussi avoir des conséquences somatiques. Bien entendu, le suicide, l'automutilation et même le départ de maladies psychiatriques est possible à la suite d'une agression sexuelle. Mais les organes souffrent également et les conséquences somatiques sont plus importantes qu'on ne pourrait l'imaginer à première vue. Elles sont de trois types. Je l'ai dit, le symptôme principal, c'est la douleur. Mais il y a également des troubles fonctionnels, voire des troubles lésionnels. J'ai mal à l'estomac, je digère mal, j'ai un ulcère de l'estomac. Voilà la gradation qui fait toute la gravité des troubles somatiques. Alors tous les organes sont atteints. En premier lieu, la sphère digestive, et je n'ai pas résumé toutes les études, j'ai mis les principales, mais dans une étude américaine, dans une clinique spécialisée en gastro-entérologie, eh bien, une enquête a montré que 44% des femmes qui consultaient avaient des antécédents d'agression sexuelle, des femmes ou des hommes d'ailleurs. Et un des symptômes le plus fréquents en pathologie gastro-intestinale, c'est la colopathie fonctionnelle, le syndrome du côlon irritable, donc trouble du transit, ballonnement, etc. Et ce risque, d'après plusieurs études publiées, est multiplié par 2 chez les victimes d'agressions sexuelles. Deuxième appareil, les troubles musculaires et articulaires, la douleur articulaire, la douleur rachidienne, avec un syndrome très particulier qui est la fibromyalgie, qui associe des douleurs musculaires diffuses,
une fatigue, une insomnie, avec des examens paracliniques qui ne montrent rien, les radios ne montrent rien, eh bien, elles sont très fréquentes chez les victimes d'agressions sexuelles. Le risque est environ augmenté par un facteur 2, d'après une méta-analyse qui regroupe 18 études et un grand nombre de cas. Les troubles neurologiques viennent en premier lieu les céphalées et les migraines. Dans une étude nord-américaine réalisée aux États-Unis et au Canada, dans plusieurs centres spécialisés dans les céphalées, 25% des sujets, hommes ou femmes, déclarent avoir été victimes d'agressions sexuelles. Et chez les migraineux ayant été victimes d'agressions sexuelles, eh bien, la dépression est environ 3 à 4 fois plus importante. Migraine est très souvent associée à dépression. Les troubles gynécologiques, je ne parlerai pas des conséquences immédiates dont a parlé mon confrère à l'instant, mais je m'appesantirai un peu sur les conséquences à long terme. Et là encore, la douleur revient au premier plan. Les douleurs pelviennes chroniques, les douleurs au moment des règles, la dysménorrhée, les douleurs au moment des rapports, les douleurs avant les règles sont absolument très fréquentes. Mais il peut y avoir également des infections, les vaginites, des maladies sexuellement transmissibles qui sont liées en général à des comportements sexuels un peu atypiques, et puis également des troubles absolument lésionnels, notamment de l'utérus, fibrome utérin et endométriose sont plus fréquents chez les patientes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. À titre d'exemple, les douleurs pelviennes, dans une étude, on montre qu'elles existent chez 70% des femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles avec viol. La douleur pelvienne chronique, sans anomalie retrouvée aux examens paracliniques, est excessivement fréquente. Également, parler du fibrome, c'est assez étonnant, mais cette étude qui vient d'être publiée l'année dernière est une étude intéressante dans la mesure où c'est une étude prospective réalisée chez des femmes noires américaines qu'on a suivies pendant plusieurs années et on les avait interrogées sur leurs antécédents et celles qui avaient été victimes d'agressions sexuelles pendant l'enfance, pas à l'âge adulte, avaient statistiquement plus de fibromes de l'utérus. Donc c'est assez étonnant que des violences sexuelles dans l'enfance entraînent, à l'âge adulte, un fibrome utérin. Le mécanisme n'est absolument pas connu. Les cancers. Les cancers, la littérature est pauvre, mais une étude également récente, effectuée l'année dernière, une étude par enquête téléphonique dans un État des États-Unis, le Wisconsin, a montré que les femmes ou les hommes ayant été victimes d'agressions sexuelles avaient environ 20% de plus de cancer que ceux qui ne l'avaient pas été. Alors, si on regarde organe par organe, il y a 3 cancers qui ont fait l'objet de publications. Le cancer du col de l'utérus, incontestablement, c'est celui dont le risque est significativement augmenté après une agression sexuelle. Il est lié en particulier aux maladies sexuellement transmissibles, notamment virales, qui, comme vous le savez, sont génératrices de lésions cancéreuses. Le cancer du sein, une étude qui montre qu'il serait plus fréquent chez les femmes ayant été victimes à l'âge adulte, pas pendant l'enfance. C'est aussi assez étonnant et ça contredit un petit peu tout ce qui a été montré auparavant. Le cancer du poumon est également augmenté, lié bien entendu au tabagisme. Les troubles métaboliques, l'obésité. Eh bien, une méta-analyse a montré que dans 80%, l'obésité est un signe important lié à la fois aux troubles dépressifs, aux troubles du comportement alimentaire et à l'inactivité physique aussi dans ce syndrome de repli. Et les femmes qui subissent une chirurgie pour obésité sévère, eh bien, dans une étude, on a montré qu'un tiers d'entre elles avaient été victimes d'agressions sexuelles. Les troubles métaboliques, le diabète, et il faut citer là aussi une étude américaine intéressante, qui est une étude prospective réalisée chez plus de 100 000 infirmières américaines, suivies par questionnaire tous les 2 ans, depuis 25 ans environ. Et en 2001, on leur a posé la question, avez-vous eu une agression sexuelle durant l'enfance ou l'adolescence ?
eh bien, chez ces infirmières américaines, 33% d'entre elles ont signalé des antécédents d'agression sexuelle. Et dans cette cohorte, eh bien, le diabète a été significativement augmenté avec un effet dose, si j'ose dire. Vous voyez qu'il est augmenté de 16% quand il y a eu attouchement et il est augmenté de 34% quand il y a eu une seule tentative ou un viol. Et quand il y a eu plusieurs viols, le risque est augmenté de 69%. Les troubles cardiovasculaires, là encore, on retrouve les douleurs thoraciques, mais également les cardiopathies ischémiques, infarctus, angine de poitrine et l'hypertension artérielle. Et dans une étude, on a montré essentiellement que ce risque cardiovasculaire était beaucoup plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Dans cette étude, vous voyez, la dépression est aussi importante chez les sujets victimes d'agressions sexuelles, qu'ils soient hommes ou femmes, mais les maladies cardiovasculaires ne sont augmentées significativement avec un risque multiplié par presque 9, uniquement chez les femmes. Là encore, on ne sait pas pourquoi. Hypertension artérielle, eh bien, dans cette étude des infirmières américaines, on a également étudié le retentissement sur l'hypertension artérielle. Elle est significativement augmentée. Elle est en partie liée à l'obésité, mais quand l'agression sexuelle a été sévère, avec plusieurs agresseurs ou plusieurs viols, eh bien, il n'y a pas que l'obésité qui explique l'hypertension artérielle, il y a également un effet particulier. Donc, cette étude américaine, prospective, intéressante d'un point de vue méthodologique, montre qu'une agression sexuelle est facteur d'hypertension artérielle, de diabète et que c'est lié à l'obésité. Et ceci est un bon exemple des rapports entre conséquences psychologiques et conséquences somatiques. Vous voyez en bleu que les violences sexuelles entraînent dépression, troubles du comportement alimentaire, stress, addiction, et tout ça va se concentrer pour augmenter l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle et générer in fine les troubles cardiovasculaires, puisque le stress est facteur de troubles cardiovasculaires au même titre que l'obésité, que l'hypertension artérielle ou que le diabète. Pathologie inflammatoire, là il y a peu de choses, mais les maladies infectieuses, essentiellement les maladies infectieuses génitales, maladies allergiques, augmentation de l'asthme, maladies auto-immunes, donc toutes ces maladies par auto-anticorps dans lesquelles l'organisme forme des anticorps qui luttent contre ses propres organes, que ce soit maladies thyroïdiennes, articulaires comme la polyarthrite, ou intestinales comme la maladie de Crohn, ou neurologiques comme la sclérose en plaques, eh bien, il n'y a pas beaucoup de données, mais il semble qu'il y ait un facteur déclenchant sur un terrain prédisposant. Il faut quand même signaler, pour terminer, que ces études ont des limites méthodologiques. En effet, il n'y a pas toujours distinction dans les études entre les violences sexuelles et les violences d'autres types, physiques ou psychologiques. Le mode de recueil est un peu hétérogène, c'est parfois des questionnaires, des interviews. L'échantillon clinique est souvent petit et peu représentatif de la population générale. C'est vrai qu'une infirmière ne représente pas la population féminine. Il n'y a pas toujours d'analyse statistique multivariée qui prenne en compte tous les facteurs, en particulier les facteurs socio-démographiques. Néanmoins, toutes ces études montrent que les violences sexuelles ont des retentissements qui ne sont pas seulement psychologiques, mais également somatiques. Et les facteurs de gravité sont d'une part la coexistence des violences. Il est vrai que les conséquences somatiques sont plus importantes quand la violence sexuelle est associée à une violence psychologique et à une violence physique. Les caractéristiques de la violence sont également importantes. On a vu l'effet dose. Eh bien, l'attouchement est moins générateur de pathologie que le viol, mais la durée de la violence, le nombre des agresseurs ont un facteur considérablement aggravant. L'âge, eh bien, beaucoup de pathologies arrivent à l'âge adulte liées à une violence sexuelle qui a eu lieu pendant l'enfance. Le sexe, eh bien, l'homme est moins fréquemment victime, mais il l'est, on l'a vu. Et en général, c'est plus grave parce que c'est beaucoup plus nié et qu'il n'y a pas de structure d'accueil pour les hommes. Enfin, le niveau social et scolaire a également un facteur aggravant quand il est pauvre. En conclusion donc de cette revue de la littérature, les conséquences de la violence sexuelle ne sont pas seulement psychologiques, mais également somatiques touchant le corps et les organes.
Elle ne se manifeste pas en général à court terme, mais à long terme. Donc il y a un effet mémoire considérable. Tous les domaines de la médecine sont concernés. Les études sont difficiles à réaliser. Elles sont nombreuses, mais imparfaites. Mais il y en a quand même qui approchent de la perfection. Et les données publiées sont également essentiellement nord-américaines, USA, un peu le Canada. On manque d'études européennes et en particulier d'études françaises. Je vous remercie.